Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mon invité a un parcours scolaire et professionnel remarquable. Pour s'être frotté aux plus grandes économies et entreprises à travers le monde, il en a retiré une expérience suffisante pour l'amener lui-même à donner en Algérie le là d'une nouvelle stratégie entrepreneuriale et managériale, guidée notamment par un véritable leadership. Ce qui est étonnant, c'est qu'il a quitté des conditions de travail et de vie des plus confortables pour entrer en Algérie pour des raisons familiales et pour, dit-il, le potentiel qu'il y décèle ici, en dépit des contraintes qu'il connaît bien. Alors, Kalim Djerboua, bonsoir et Bonsoir. bienvenue dans l'émission. N'est-ce pas une folie pure que d'avoir lâché toutes ces belles positions confortables pour venir goûter aux délices de l'entrepreneuriat en Algérie? C'est peut-être ces positions confortables qui m'ont poussé à embrasser encore plus le challenge qui m'a amené à revenir en Algérie. Parce qu'en fait, ce qui vous a toujours guidé, c'est le challenge. Exact. Alors, expliquez-moi un petit peu juste d'où vous venez, quel est votre parcours un petit peu pour l'essentiel. Parce que je crois que vous avez démarré votre scolarité en Algérie jusqu'au baccalauréat, et puis ensuite vous êtes allé en Europe. Expliquez-nous. Donc moi, je suis né en Europe, j'ai grandi en grande partie ici en Algérie. Ensuite, j'ai quitté après mon bac pour faire des études en médecine en France. Et ensuite, je me suis retrouvé dans le domaine de l'informatique. Mais une fois avoir fini mon cursus dans l'informatique, j'ai découvert que j'avais cette fibre de commerce, marketing et gestion. Donc j'ai fait l'Institut d'administration des entreprises à Montpellier. Et durant cette formation, on devait partir à l'étranger, dans un pays autre que la France, pour faire un semestre d'éducation, enfin d'études. Et ça m'a emmené, comme pur hasard, je dirais, aux États-Unis. Et là, je suis tombé amoureux du système scolaire américain. Et je dirais un peu de cet amour, justement, du challenge et de toujours chercher le plus, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, ainsi de suite. Donc j'avais fait mon premier semestre, une fois de retour en France. Et j'ai tout fait pour repartir aux États-Unis. J'ai réussi à les convaincre pour me donner une bourse. J'ai fait mon MBA à Southeast Missouri State University. Une bourse de l'université Américaine, exactement. Et donc j'ai continué mon cursus universitaire et j'ai commencé à travailler aux USA dans les domaines de la technologie. Et à partir de là, j'ai vu une opportunité dans le domaine de la technologie toujours, mais aux Émirats cette fois. Et donc je suis parti aux Émirats, Arabes Unis, toujours dans le domaine de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'on peut quand même citer les noms des entreprises dans lesquelles vous étiez à la fois aux États-Unis et aux Émirats? Alors, pour les États-Unis, c'était Chep Pooling Systems. C'était une entreprise à l'origine australienne. On travaillait dans le domaine de la gestion des conteneurs informatiques, donc tout ce qui est support informatique, etc., pour le marché européen. Ensuite, aux Émirats, j'ai fait la promotion de Red Hat Linux, qui est un software ou un logiciel open source, à l'encontre de ce qu'on connaît pour Microsoft et d'autres. Ensuite, j'ai été recruté très vite par la deuxième compagnie de télécommunications, qui s'appelle DO, comme directeur des partenariats. Et un chasseur de tête, une fois, est rentré en contact avec moi parce que j'avais laissé un commentaire sur LinkedIn. Et c'était Cisco Systems qui voulait lancer la Cisco Entrepreneur Institute, qui donc était un institut pour former les petites et moyennes entreprises et entrepreneurs à mieux gérer leurs idées et éventuellement connaître une réelle croissance, tout en injectant un savoir-faire et un savoir-être. Donc le savoir-faire, c'était non seulement l'aspect technologique, mais aussi le savoir-faire du point de vue commercial, parce que très souvent, les entrepreneurs sont tellement, je dirais, un amour très fort de leur projet qu'ils oublient qu'il y a beaucoup de choses qu'ils doivent prendre en compte. Donc ça a duré 4 ans. J'étais le responsable au niveau international, ce qui m'a permis de... Donc ça, c'était à San José, en Californie? Alors j'étais recruté aux USA, mais j'étais beaucoup plus basé à Dubaï. Donc je faisais USA, UAE, Émirats Arabes Unis. Ça a duré 4 ans. On a fait donc une croissance assez importante puisqu'on était présent sur 43 pays durant les 4 années. Après cela, j'ai été recruté encore une fois par une entreprise américaine à New York qui s'appelle Endeavor Global, qui justement fait la promotion de l'entrepreneuriat et qui aide des entrepreneurs avec high impact, comme on appelle high potential impact en anglais, c'est-à-dire des entrepreneurs qui ont la capacité éventuellement de créer des emplois. J'ai lancé leur business aux Émirats Arabes Unis. Ensuite, j'ai travaillé, donc c'était un contrat d'1 an cette fois, et ensuite j'ai travaillé avec i360, qui était un programme avec DP World, qui encore une fois était dans l'incubation. DP World qui sont en Algérie. Exact, donc ils ont un programme. Exactement, donc ils ont un programme qui s'appelle Turn8. Ce qui est impressionnant, c'est qu'ils se sont lancés dans cette aventure parce qu'à un moment donné, ils se sont mis dans la tête qu'ils pouvaient perdre beaucoup de parts de marché à cause de la 3D printing, l'impression en 3 dimensions. Parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est gérer des conteneurs qui contiennent des marchandises. Maintenant, si moi, je peux lancer une entreprise qui pourrait, par exemple, me façonner ou me faire des pièces à partir d'Alger, je n'aurais pas besoin d'aller acheter cette marchandise externe. Donc, DP World, qu'est-ce qu'ils vont gérer? Donc, ils ont lancé le Turn8. Ça m'a permis aussi de côtoyer de très bons entrepreneurs. Il y en a quelques-uns qui commencent à bien réussir au niveau international.
Et le dernier poste que j'avais, c'était le directeur de ce qu'on appelle en anglais Business Transformation pour Etisalat, donc à Dubaï. C'était le dernier poste que j'avais. Et là, vous décidez un beau jour voilà, de tout quitter, de venir ici en Algérie. Exact. Alors avec quelle vision, quel objectif? Ben, y a plusieurs éléments qui sont rentrés en jeu, je dirais. Hein. Donc, il y a la première des choses, c'est que quand on est quelque part dans des pays comme les Émirats Arabes Unis, où j'ai passé de merveilleuses années, où j'ai atteint un niveau professionnel très élevé, j'étais bien dans tous les niveaux, salariés, culturel, social, etc. Mais à un moment donné, on se dit, mais qui suis-je et où c'est que j'appartiens? Vous savez, dans ces pays, on ne peut pas être permanent. Et puis, il y a aussi l'équation enfant. Nos enfants grandissent et après, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que les enfants qui grandissent dans ce genre d'environnement, ils ont généralement une tierce culture. Et on est dans une bulle. On vit dans l'opulence parfois. Tout est facile, tout est bien fait, il y a de l'argent, etc. Mais est-ce que c'est ça qui va former vraiment mes enfants? Mais l'univers de demain ne sera-t-il pas cosmopolite? Il sera cosmopolite, mais il sera pourquoi réel. Vous rattachez mais le cosmopolite, très fortement le cosmopolite, c'est aussi la réalité du marché, c'est l'Afrique. C'est les gens qui sont pauvres, c'est ceux qui n'ont pas. C'est eux la majorité dans le monde, ce n'est pas ceux qui en ont beaucoup. Et ceux qui en ont beaucoup, très souvent, sont très temporaires et éphémères. Parce qu'il y a ce phénomène dans lequel on parle, du point de vue économique d'ailleurs, phénomène de croissance, en disant il faut la croissance, croissance. Pour moi, c'est une utopie parce que on ne peut pas continuer une croissance, parce qu'en fait, on fait du mal à l'environnement, on fait du mal... Vous savez, j'aime dire à mes enfants, cette terre sur laquelle on vit, on ne l'a pas héritée de nos parents, nous l'avons empruntée aux générations à venir. Donc si je rentre dans cette mentalité de croissance, PIB, il faut faire plus, et en même temps je laisse des déchets, je nouille à l'environnement, je me fais mal à moi-même en tant qu'être humain. Et donc je ne voulais pas que mes enfants restent dans cet environnement, je voulais qu'ils connaissent quelque chose d'autre, et notamment l'Algérie avec qui j'ai une attache. D'accord. Quel objectif sur l'Algérie, au-delà de... Écoutez, moi, mon objectif dès le début, c'était de ramener mes compétences, parce que je suis conscient que dans une population aussi jeune qu'en Algérie, avec les ressources qu'on a, que ce soit naturelles et intellectuelles, il y en a beaucoup, je sais qu'il y en a beaucoup, il y aura toujours possibilité de participer justement à faire du bien et à changer pour le mieux. Donc à maintenir ce qu'il y a de bien, faire du tuning, je l'appelle, et de trouver de nouvelles opportunités pour aider surtout les jeunes à s'épanouir. Parce que depuis que je suis rentré, j'ai rencontré beaucoup de jeunes avec des projets extraordinaires. Et franchement, c'est une matière première incroyable. Et qu'est-ce que vous faites actuellement? Alors, je fais beaucoup de consulting, de mentorship avec des entrepreneurs et avec d'autres compagnies aussi dans le domaine du leadership. D'accord. Alors, quel est aujourd'hui votre constat sur notre économie, sur nos entreprises, sur nos managers? Est-ce que nous avons un bon niveau de management aujourd'hui en Algérie, un bon niveau entrepreneurial, de bons objectifs? Voilà, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de tout ce climat entrepreneurial. Alors, je vais commencer par le négatif. Dire que tout va mal ou qu'on n'a pas un bon niveau, ça serait un peu de l'excès. Ce n'est pas vrai, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, qui se produisent le matin. Tous les matins, quand on se réveille, on voit des gens qui conduisent vers Alger, qui ressortent vers Alger. Il y a de l'économie, il y a des gens qui achètent, il y a des gens qui vendent. Il y a de l'embouteillage aussi. Donc, il y a une activité. Il y a une population qui grandit. Donc, il y a toujours quelque chose à faire. Est-ce que c'est bien? Non. Et de toute façon, ce n'est pas bien d'être bien. Je dirais, il faut toujours laisser un espace pour s'améliorer. Ce que je sais, par contre, c'est qu'il y a énormément de travail à faire sur le point de vue, je dirais, culture d'entrepreneuriat, culture managériale. L'une des choses que j'ai constatées en Algérie, malheureusement, c'est cet esprit de négativité, de pessimisme. On est toujours, ça ne va pas aller, mais ce n'est pas vrai. Il ne faut pas voir la chose comme ça, parce que quand je rencontre des étrangers qui n'ont aucune attache avec l'Algérie, je dis bien aucune attache, ne serait-ce que travailler ici, et que je leur demande, ça fait combien d'années que vous êtes ici? On me dit 5 ans, 10 ans. Ils me disent, moi, je ne repars pas, je reste ici. Alors, il y a quelque chose quand même. Qu'est-ce qui se passe? Donc, vous savez que dans beaucoup de pays, les étrangers s'y trouvent bien. Et pour cause, ils s'y trouvent toujours mieux que ceux qui y sont parce que, bon, les portes s'ouvrent peut-être plus facilement au niveau où ils se trouvent que pour les locaux. En fait, je pense que vous allez voir ou regarder, ou voir plutôt ce que vous cherchez à voir. C'est-à-dire, si ce soir, je sors et je veux voir un arbre, je verrai cet arbre. Parce que je suis concentré sur cet aspect-là. Et alors comment? Alors donc là, bon, c'est un autre débat. Là, il faut apprendre donc aux Algériens à devenir positifs et à voir des arbres quand ils veulent voir des arbres. Mais comment y arriver? Donc ça, il faut... Là, c'est une culture. C'est un travail sur soi, bien évidemment. Et je pense que ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de sortir à l'étranger vont peut-être dessiner un tableau tout joli, tout est bien à l'étranger, tout va très très bien. Ce n'est pas le cas. Vous savez... Je prends l'exemple de la France, vous avez très bien entendu du nombre de cadres qui se sont suicidés chez EDF. Qu'est-ce qui leur manquait? Ils étaient dans un environnement, voilà, plutôt chez France Télécom, excusez-moi. Pardon pour EDF, France Télécom. Mais je veux dire, qu'est-ce qui leur manquait?
Il y a quelque chose qui n'allait pas bien. Donc, il y a une culture, il va falloir se dire une chose. Je suis dans une situation, qu'elle soit bien ou mauvaise, et j'ai deux choix. Soit je fais de mon mieux pour réussir, soit je ne fais rien. Et je crois que c'était Ford qui l'avait dit une fois, que vous réussissez ou pas, vous aviez raison dès le début. Donc c'est une question de choix. Quelle est mon approche et comment je vais essayer de m'améliorer déjà moi-même, et ensuite mon environnement. Vous êtes consultant en leadership et en entrepreneuriat. Exact. Alors, quelle est la différence qu'il faut faire entre le leader et le manager? Alors, c'est deux mondes différents. Je vais peut-être utiliser un mot anglais, it's two different species, hein, deux différentes discours, et deux espèces différentes. Un leader peut très bien être un manager, ou il était avant manager, ensuite il est devenu leader. Le manager, par définition, c'est une personne qui est responsable de trois choses dans la fonction dont il occupe. La gestion de l'argent, la gestion de la qualité du service et du produit, et éventuellement la gestion du temps, comment on va délivrer. Donc le manager a un cahier de charge, entre guillemets, il doit atteindre des objectifs financiers, il doit atteindre un certain nombre de produits à produire, etc. Le manager vit dans le statu quo. Le manager a un objectif, il va l'atteindre, il va essayer de donner des ordres aux gens pour essayer de les atteindre, et il vit vraiment dans une bulle dans la majorité du temps. Le leader, c'est un peu, je dirais, l'antipode. Le leader ne va pas voir seulement les résultats, il va voir comment je vais accroître les résultats. Le leader ne va pas donner des ordres, il va inspirer. Le manager est technique, le leadership et le leader est stratégique. Beaucoup plus stratégique et même parfois théorique, je dirais. Et le leader, c'est carrément la personne qui a cette capacité d'empathie envers les gens. C'est-à-dire, ce n'est pas une personne qui va dire « Oh non, pourquoi vous n'avez pas fait ceci ?» Il va essayer de les inspirer pour mieux faire les choses. Où peut-on trouver des leaders en Algérie ? Vous savez, il y a une autre question qui se pose. Est-ce qu'on est né ou on devient leader? Je pense que chacun de nous, toute personne qui naît a la possibilité d'être un leader, de devenir un leader. Par contre, peut-être je vous ramènerai au livre de Joseph Campbell qui s'appelle « The Making of a Hero ». Il parle justement comment ces gens sont devenus aussi bien ou leaders. C'est qu'il y a toujours quelque chose qui va les pousser à prendre ce saut en avant. Randy n'aurait pas existé s'il n'avait pas vu le racisme d'abord en Afrique du Sud et qu'il y avait les colonies anglaises. Il n'aurait jamais existé. Nelson Mandela, la même chose, je reviens toujours vers l'Afrique du Sud, et d'autres leaders au niveau international. C'est-à-dire qu'il y a une raison qui va les pousser à changer les choses, à vraiment souhaiter le bien pour tout le monde, et beaucoup de sacrifices. Parce qu'en général, les gens qui portent des idées innovantes, on en rit. Vous êtes utopique, etc. Mais après, on se rend compte qu'après une génération, ce qu'ils disaient, c'est devenu la norme. Donc ça, alors en Algérie, tout Algérien peut devenir leader potentiellement. C'est encore une fois une façon de culture et vraiment réfléchir comment je peux aller de l'avant. La différence, ou l'une des... Bon, il y a eu des études quand même sur les aspects ou les traits d'un leader, il y en a à peu près 285, donc c'est assez long à énumérer, mais ils sont très altruistes. C'est des gens qui vont d'abord aider les autres. Et on aime dire que... Vous pouvez me donner des exemples de leaders à l'étranger, par exemple ? De leader au niveau de compagnie, par exemple. De compagnie, oui, bien sûr. Écoutez, moi j'ai eu le plaisir de travailler pour John Chambers, Cisco Systems. J'ai vu en lui de personnes qui étaient présentes. Regardez, on était quand même des milliers d'employés, mais il avait quand même le temps pour faire ce qu'on appelle the birthdays call. C'est-à-dire, il prenait tous les gens qui étaient nés à une certaine date sur les 3 semaines. Il y avait une conference call. Ceux qui étaient avec lui à San Jose, ils étaient présents, ils parlaient de l'avenir, très gentils, etc. C'est quelqu'un que lorsque Cisco Systems avait beaucoup de problèmes, prenait $1 par mois de salaire. C'est vrai qu'il a fait assez d'argent, mais c'est quelqu'un qui a vraiment un système, une gestion qui est par le vrai leadership. C'est-à-dire, on l'oublie, il n'est pas là, mais il est toujours là. C'est quelqu'un qui s'approche de tous les employés. Il sera à l'écoute, il voyage, il va les voir à travers le monde, ainsi de suite. Steve Jobs, c'est un exemple aussi. Steve Jobs aussi. Juste après sa mort, il semble encore inspiré. Exactement. Voilà, ça c'est un autre point. Les leaders, quand ils s'en vont, eh bien, on trouvera toujours leurs traces d'ailleurs, et on en parlera d'eux. Est-ce que vous avez rencontré des leaders en Algérie ? Non, je n'ai pas. Dans le monde entrepreneurial, en tout cas. Non, pas encore. J'ai trouvé beaucoup de jeunes. J'ai rencontré beaucoup de jeunes qui avaient le potentiel de devenir leader. Mais rencontrer des leaders, non, j'ai pas encore le temps probablement. Vous-même, ça vous intéresserait d'être leader? Alors le leader ne se juge pas soi-même. C'est les gens qui vont le juger. Donc je sais pas. Peut-être qu'un jour on dira. Ça viendra. Peut-être. D'accord. Donc à quoi s'attacher aujourd'hui? Vous avez vu que nos entreprises souvent fonctionnent selon un modèle familial. Oui. Comment peuvent-elles passer aujourd'hui d'un modèle familial à un modèle plus moderne dans sa gestion? Je pense comment les aider à le faire? Alors et comment se faire accompagner
de leader, justement. Oui. Alors, je pense qu'en grande majorité, les entreprises algériennes sont un peu calquées sur ce qui se passe en Europe, notamment en France, qui malheureusement, a la position d'une personne est basée sur le statut de la personne et l'autorité, ou plutôt la hiérarchie de la personne. C'est-à-dire que très souvent, les lignes de commande sont comment dirais-je, hiérarchiques. Ce n'est pas une organisation étoile, comme on le voit par exemple dans les pays anglophones. Et c'est ce qui fait la différence d'ailleurs dans la prise de décision. Donc cela ne permet pas beaucoup d'innovation, cela ne permet pas beaucoup d'agilité aussi, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut s'adapter à la réalité du marché. Et le problème qui se pose aujourd'hui à cause de l'accès à l'information et parce qu'aujourd'hui on peut savoir ce qui peut se passer dans un petit village en Australie instantanément, eh bien les gens ont accès à cette information, on voit comment les choses sont faites ailleurs. Le problème c'est qu'il y a une culture managériale. Par exemple, quand on me dit les ressources humaines, j'aime pas ce mot. Parce que l'être humain n'est pas une ressource, c'est un capital. Je préfère l'appeler capital humain. Et moi, j'invite franchement toutes les entreprises algériennes à investir dans l'éducation et la formation de leurs cadres, ce qu'on appelle cadre, un mot qui n'existe pas en anglais par exemple, et leurs employés. Alors les gens vont me dire, mais ça coûte vraiment cher. Alors je leur dis, eh bien, attendez de voir combien ça vous coûterait de ne pas avoir des gens éduqués. Donc il faut... Oui, mais c'est en évolution, hein, je crois. Oui, alors j'ai remarqué... Franchement, je reste positif. On a même beaucoup de conférenciers qui apparaissent pour stimuler, pour motiver. J'ai aussi été agréablement surpris du nombre d'Algériens qui ont réussi à l'étranger, de la diaspora, qui ont vraiment l'intention de même rentrer en Algérie. Et donc, il y a un potentiel, mais il faut vraiment penser à ce concept d'éducation. Il faut penser à casser un peu les clivages qui existent depuis très longtemps. Est-ce que ça doit remonter jusqu'à l'école ? Absolument, absolument. L'école, c'est le premier endroit où on va éduquer les jeunes à d'abord ne pas penser à la compétitivité, mais plutôt à la collaboration. Et vous verrez qu'à partir de l'école, justement, vous avez parlé du leader, c'est à partir de là, même au niveau de la crèche, on peut détecter le leader. Le leader, ça sera celui qui va aller aider les autres, que les autres viendraient autour de lui pour lui demander de l'aide. Il sera automatiquement, c'est naturel, on va détecter un potentiel de leadership. Mais c'est à l'école que ça se passe. L'école, malheureusement, qu'on connaît aujourd'hui au niveau international, est l'héritage de l'époque victorienne. C'est-à-dire, on essayait d'éduquer des enfants pour les sortir sur le marché du travail. Et par définition, le docteur était plus intelligent que le plombier, alors que ce n'est pas du tout vrai. Et après, on mettait des gens en cluster, c'est-à-dire ils ont 6 ans, 7 ans, ils sont tous dans la même classe, alors qu'on n'a aucune indication scientifique qu'un enfant de 6 ans ne peut pas être aussi intelligent que celui de 10 ans, et vice-versa. Après, on va leur imposer un programme, et que parfois les enfants ne sont pas intéressés par ce programme. On va leur dire, obéissez, il va falloir faire ce devoir, et vous allez faire ceci, et basta. Alors que la réalité sur le marché, ou la réalité d'aujourd'hui, est tout à fait différente. C'est-à-dire qu'il y a challenging the status quo, comme on dit en anglais, le pouvoir de parler, de s'exprimer et d'apprendre justement à dialoguer. C'est-à-dire quand on a un souci, on a un problème, on ne va pas dire oui, vous avez raison. Pourquoi ? Je veux comprendre. Et ça, c'est un art. Donc il y a un problème de communication. Vous allez voir aujourd'hui, par exemple, à l'école, et ce n'est pas juste en Algérie. Moi, j'ai eu l'occasion d'enseigner aux États-Unis. Je vois des jeunes qui finissaient leur bachelor's degree, donc après 4 ans d'études en marketing. Et je leur demandais de faire une présentation de 10 minutes en utilisant PowerPoint. Et ils bégayaient, ils n'arrivaient pas à parler parce qu'ils avaient peur de l'audience ou ils n'arrivaient pas à faire passer l'information. Donc c'est à l'école que ça se passe. On va apprendre la communication. On va apprendre ce que c'est que l'entrepreneuriat aussi. On va essayer aussi d'apprendre l'innovation. Sortir un peu des anciennes méthodologies. Parce que vous savez, l'économie va évoluer d'une façon extraordinaire dans les années à venir. Et on va avoir beaucoup plus de milliardaires qui ont moins de 30 ans à cause des technologies d'information. Vous voyez aujourd'hui, par exemple, la plus grande compagnie médiatique n'a aucun média, n'a aucun support, c'est Facebook. La plus grande compagnie de fleet management qui n'a aucun véhicule, c'est Uber. Et c'est incroyable, comme c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé il y a de cela 10 ans. Donc les choses évoluent très vite, il faut absolument que l'éducation des enfants soit basée sur cela. Ce n'est pas facile, mais c'est un challenge à accepter. Mais les jeunes qui sont en face de vous, qui vous parlez, parce que vous avez un langage qui est très positif, et je vous en remercie en cela, mais il y a des contraintes qui sont là. Vous les regardez tous les jours. Comment s'en débarrasser ? On ne peut pas s'en débarrasser. C'est dans la contrainte que l'opportunité existe. Et je référais même d'un point de vue religieux, puisque c'est un pays musulman. Inna ma'al usri yusra. Al-usr, al-yusr sont ensemble. Ce n'est pas après. Donc, et je ne sais pas si c'était, je crois que c'était au Japon ou en Chine, le problème ou le challenge voulait aussi dire opportunité. C'est-à-dire les contraintes. Si on vivait dans une société où il n'y avait aucune contrainte,
Ça serait un peu, je dirais, drôle en anglais. Hein. Par contre, il existe des contraintes qui ne devraient vraiment pas exister, parce que c'est, je dirais, à la limite du ridicule. Donc cela, il va falloir les changer au plus tôt. Il y a des choses qui ne devraient vraiment pas exister. Mais sinon, le challenge, la complexité des choses, c'est un fait. Il faut l'accepter, il faut travailler intelligemment et s'entourer des gens qui ont justement cette capacité d'aider. Comment situer notre pays justement dans cette proportion de contraintes qui existent et de contraintes ridicules, comme vous le soulignez, par rapport aux autres pays émergents? Est-ce qu'on est positionné convenablement? Est-ce qu'on peut de là pouvoir émerger justement? Je ne suis pas spécialiste de la question, pour être honnête avec vous, que je n'ai pas aussi passé assez de temps dans les pays, par exemple la Tunisie ou le Maroc, pour vous le dire, pas des pays limitrophes. Mais ce que je sais aujourd'hui, pour avoir vécu par exemple aux Émirats arabes unis pendant 10 ans, c'est que le potentiel qu'on a ici est beaucoup plus intéressant que ce qu'il y a aux Émirats arabes unis, ça c'est clair. J'en veux pour preuve un exemple. En termes de monétique, oui. Vous avez vu que nous avons beaucoup de retard en termes de e-commerce, en termes d'interconnectivité des objectifs. Exact. Alors justement, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de rattraper le temps perdu? C'est un discours un peu, je dirais, ce que je vais dire peut-être va étonner même l'audience, l'audimat plutôt. Bon, il est très important de rentrer dans le e-commerce, etc. Mais le fait que la banque algérienne ne soit pas aussi ouverte au monde pourrait la protéger de beaucoup de catastrophes qui pourraient se produire dans les banques au niveau international. Aujourd'hui, les banques sont gérées par des softwares, des logiciels très complexes. Si demain, le dollar venait à chuter, vous allez avoir un effet vraiment catastrophique sur beaucoup de banques. Oui, mais en disant cela, vous n'incitez pas au progrès. Parce que j'ai envie de vous dire, progressons, et quand il arrive des catastrophes, essayons justement de progresser à davantage. C'est vrai, mais avons-nous les moyens de faire face ? En termes humains, en termes humains et capacités technologiques et autres. D'ailleurs, quand on dit que l'Afrique ou l'Algérie accusent des retards du point de vue technologique, je dis c'est bien, comme ça on ne va pas répéter les erreurs des autres. Parce qu'aujourd'hui, la technologie s'améliore pour être efficiente. Donc si on a accès à cette technologie, on peut le faire plus rapidement sans avoir le coût de failure, de d'échec qu'on a eu auparavant. Donc je dis qu'il faut aller tout doucement. Une chose aussi qui est très importante, il ne faut pas essayer de se calquer sur des modèles qu'on voit au niveau international. Parce qu'aujourd'hui, si on parle d'économie lourde, on va parler des États-Unis, extrême capitalisme, et on parlait de la Chine qui est un pays communiste. Et on se dit, mais il y a quelque chose qui cloche. Alors quel est le meilleur modèle pour moi? Le capitaliste ou le communiste chinois? Je dis non, ça sera un modèle algéro-algérien. Par contre, il faut aussi se détacher des exemples qu'on a de facto. On va se dire, on est francophone, on va y suivre par exemple la France ou autre. C'est bien, on prend du mieux. Mais il y a aussi tout un monde à l'extérieur. Même en Afrique, allez voir ce qui se passe en Ouganda. Allez voir ce qui se passe en Afrique du Sud. Donc le Sud nous appelle aussi. Alors, nos gouvernants nous regardent certainement, enfin certains d'entre eux. Qu'est-ce que vous auriez comme conseil à donner en termes d'ouverture économique? Est-ce que du côté des pouvoirs publics, est-ce que vous auriez des conseils à donner? Bon, je pense, bon, d'abord, je ne suis pas économiste de formation, mais je voudrais juste leur dire, de leur encore réitérer quelque chose que je pense ils en sont conscients, c'est que le potentiel des jeunes est énorme dans ce pays. Il ne faut pas rater ce rendez-vous. Je sais par exemple qu'il y a eu des mécanismes pour le financement de projets tels que l'ANSEJ et ainsi de suite. Je ne sais pas si ça a été bien fait ou pas, mais ce n'est pas grave. L'erreur, c'est faite pour apprendre. Mais je dis encore une fois, c'est vraiment se focaliser sur les jeunes et réfléchir à de nouvelles sources de croissance économique. Je pense notamment à l'agriculture, je pense au savoir. On pourrait très bien faire du business ici à partir. Je vous donne l'exemple de l'Inde, par exemple. Comment est-ce que les Indiens ont quitté la Silicon Valley pour aller à Kerala, en Inde, et refaire exactement, répliquer ce qui se passe aux États-Unis, que ce soit par exemple l'industrie du logiciel. On peut très bien faire du Made in Algeria, surtout dans tout ce qui est technologie de l'information, etc. Donc moi, je vais juste leur rappeler quelque chose qu'ils connaisseraient très bien, je n'ai pas de doute, c'est que la jeunesse et le potentiel de ce pays, essayer de bien comprendre et prendre des exemples d'autres, mais pas les calquer. Alors, moi, au regard de tout votre parcours et de tout ce que vous dites, à l'adresse des jeunes notamment, est-ce que ça ne vous dirait pas de vous-même de créer une école de formation pour les managers? J'y réfléchis. Je suis rentré il y a de cela bientôt 20 mois, 19 mois. J'observe. Je vois ce qui se passe, j'essaie de rencontrer beaucoup de gens. La réussite d'un projet nécessite, notamment dans le management et l'entrepreneuriat, nécessite un écosystème. C'est justement les partenaires, les gens qui sont déjà sur le terrain, du public, du privé, ainsi de suite. J'aimerais bien le faire, j'attends la bonne opportunité pour pouvoir le faire. Alors, vous vous démarquez aussi des autres en ce que vous avez 5 enfants. Qu'est-ce que vous leur dites tous les matins? D'abord, je leur dis,
Quand vous pouvez vous réveiller le matin, que vous êtes en bonne santé, vous avez de quoi manger, vous avez déjà le monde entier entre vos mains. Ça, c'est très important. J'essaie de leur enseigner l'amour. Le mot « je t'aime » est très présent dans ma famille. Ce n'est pas un tabou. C'est très important. J'essaie de les laisser gérer leurs problèmes de communication, comme tous les enfants. Et je veux leur apprendre à inculquer une chose. Je vais répéter ce que j'ai dit. C'est que cette terre, on ne l'a pas héritée de nos parents. On l'a empruntée aux générations à venir. Et j'espère qu'un jour, s'ils devaient choisir un cursus universitaire, s'ils devaient choisir un travail, je leur demanderai toujours d'essayer d'aider les autres. C'est très, très important. Parce que tout le reste, c'est vraiment éphémère. Karim Djabboua, je vous remercie. Et puis on terminera donc sur cette note moraliste. C'est moi qui vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, merci de votre attention et je vous dis à samedi prochain pour un nouvel invité.